Et on a l'occasion également de visiter ces perles, ces fermes perlières. C'est très intéressant. Ça fait partie des activités qu'on peut proposer ici en Polynésie. C'est peut-être pas suffisamment valorisé. Et je pense qu'il y a des choses qui sont très inspirantes dans ce que tu as proposé pour la perle noire en Polynésie, également pour la vanille. Pourquoi j'ai fait le parallèle? Le vin, c'est un produit à forte valeur ajoutée. Les deux qu'on a ici, c'est notamment la vanille et la perle noire. Et donc, il y a peut-être des pistes là à suivre pour la Polynésie. Et il y a un lien, notamment pour la vanille, et là, je regarde Ina, à faire du côté du tourisme culinaire et gastronomique. Hein. Ah oui, pardon, Eric. Alors, les nacres sont dans des filets pendant des années dans le lagon. Et ces filets, en fait, se décomposent petit à petit. Et donc, on ne le sait pas, mais dans les très beaux atolls qu'on vous montre en photo, il y a des résidus, des particules, fines particules, dans beaucoup de lagons polynésiens. Oui, c'est en quelque sorte des poches en plastique. Et l'université fait en ce moment une recherche pour justement... D'accord. Et puis même, hein, il suffit de se balader dans les Tuamotu. On voit dans les Tuamotu des sacs qui sont entreposés, qui traînent. Et voilà, donc on a un challenge aussi à relever de ce côté-là. Alors, ce n'est pas tous les lagons de Polynésie, bien entendu. Tu as raison de le préciser, Mélinda. On va en rester là donc, pour cette présentation. Et on va donc maintenant écouter Paul. Alors bonjour à tous, je suis très content de... Mais voilà. Ça marche plus la télécommande? Non, c'était pour mettre le diaporama. Oui, je vous disais que, bonjour, bonsoir à tous. J'étais très content de venir à l'Université de Polynésie française. Alors d'ailleurs, j'ai vraiment eu le besoin de vous présenter ce petit papier qui est en fait un cours, mais il faut le situer. En fait, nous menons un programme d'économie du tourisme et dans ce cadre-là, il y a une thèse qui a été soutenue à la fin de janvier et qui traitait d'une comparaison entre le tourisme, l'écotourisme au Guyana, au Suriname et en Guyane française. Ensuite, il y a le fait qu'un appel d'offres avait été lancé par les institutions, c'est-à-dire collectivités territoriales dans la région, celui des Antilles et de la Guyane, sur des questions du tourisme. Mais ils n'en ont pas parlé du tourisme durable, il s'agissait du tourisme, et donc on a répondu à cet appel-là. Alors, dans cet appel, il y a eu un premier colloque qui a été fait, mais dans l'île de Marie-Galante. C'est une petite île, un peu comme je vois l'île qui est à côté de nous. Donc, nous avons fait un colloque sur le tourisme des moulins à vent. Puis, à partir de ce travail, nous avons préparé un ouvrage qui est en train d'être édité et qui traite de la question du tourisme des moulins à vent. Et donc, ce petit papier est extrait de tout ce travail parce que, compte tenu des discussions que nous avons eues énormément, Eric et moi, je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas faire partager un peu une réflexion sur le tourisme des moulins à vent. Alors, j'ai intitulé « Tourisme durable des moulins à vent », mais vous allez pouvoir en juger. D'où c'est un petit papier, un court papier extrait qui pose la problématique, c'est-à-dire quelle stratégie, comment peut-on imaginer une stratégie numérique du tourisme durable des moulins à vent, de façon à faire en sorte que les territoires puissent renvoyer une image internationale par l'économie numérique de façon à accroître leur activité marchande. Vous allez me dire, je cherche toujours à répondre à une question. La question du capital, la question de l'investissement, la question de l'accumulation du capital est une question qui est prégnante pour nous en économie industrielle, en économie d'entreprise, économie de marché. Donc, vous comprenez, je sais qu'il est fortement probable que vous vous dites, mais
comment pouvoir répondre à une telle question dans la mesure où on se pose des questions de durabilité, mais en même temps, je suis dans une démarche de maximisation profitable sur le marché. Et donc, pour saisir mon problème, je m'en passe d'une introduction parce que les papiers qui sont passés ce matin ont déjà, je dirais, parcouru des questions relatives à l'économie de l'Internet, le big data, l'économie des données, d'information, des flux connectés, l'écosystème, les enjeux qui sont dessus, sur la géopolitique. Bon, je m'en passe. Pourquoi je m'en passe? Parce que j'ai un problème. J'ai un très gros problème que je cherche à résoudre. Quelle stratégie pour développer un tourisme des moulins à vent en Amazonie Caraïbe? Et pour répondre à ce problème, au départ, je me suis dit, je vais faire de l'économétrie. Mais en fait, finalement, les données, il fallait les récolter. J'avais des données, mais j'avais le sentiment que ces données ne correspondent pas. Donc finalement, je me suis dit, je vais essayer de voir ce qui se dit globalement dans les théories. Alors, dans ma méthodologie, je trouve deux univers de connaissances qui me semblent intéressants à exploiter. C'est l'univers des connaissances sur les théories de l'émotionnel par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans la nouvelle révolution industrielle dont nous vivons, nous voyons que nous avons l'émotionnel par l'image avec les technologies de l'information et de la communication, mais c'est un média qui est assez froid lorsque nous l'examinons. Et souvent, on peut avoir de grosses surprises s'il n'y a pas de méthode ou d'éducation faite là-dessus, parce que nous voyons l'image, mais quand nous arrivons sur le terrain, il peut y avoir un décalage. Donc, ce sont ces théories sur lesquelles je m'appuie. La deuxième, c'est une approche au sens des théories de la représentation. Les théories de la représentation, ce n'est pas bien sûr chez nous. On les retrouve au niveau de la créativité, au niveau de la théorie des arts. Et alors, pour moi qui ai eu une petite expérience quand j'ai fait des études cinématographiques, je suis réalisateur de courts-métrages, je sais comment j'ai voulu chercher à traiter l'image. J'en ai fait 3 courts-métrages, bon, maintenant on m'appelle, et je sais un peu la manière dont on s'y prend pour essayer de créer un effet, une sensation émotionnelle qui fait qu'on a envie de voir. Donc, ce sont sur ces deux aspects. Alors, quels outils, quel objectif? Comme je vous le disais, je ne pouvais pas faire du quantitatif au départ. Mais mon objectif, c'est de faire du quantitatif. Et par conséquent, je me suis dit, écoutez, Fredo, il est peut-être plus intéressant que tu te transformes en anthropologue, que tu te transformes en ethnométhodologue, pour faire des enquêtes de terrain, un peu géographe. Je ne suis pas géographe, pardonne-moi, Jean-Louis. Bon, j'ai essayé de m'inspirer de ce que vous faites, pour faire des monographies géographiques et économiques. Et par la suite, quand j'aurai fait cela, je vais faire du quantitatif, du qualitatif. Donc, dans ce papier, vous n'auriez pas beaucoup de quantitatif, mais il y a un préambule. Alors, mon étude de cas est le suivant. Vous voyez, le moulin à vent, c'est ça. C'est ça l'image symbolique, représentative du moulin à vent. En Europe, en France, aux Antilles, c'est ça qu'on va retrouver sur les panneaux et qui nous indique que là, il y a un moulin, on peut aller le visiter, ou il y a un moulin, mais on peut se poser d'autres questions. Voilà mon étude de cas. Voilà de façon plus, je dirais, plus artistique, plus émotionnelle, le moulin. C'est un moulin qui a été travaillé, l'image a été travaillée par la fille de mes amis qui a fait les beaux-arts, qui a travaillé sur le plan artistique. Je lui ai demandé, tu me prends ce moulin, parce que
derrière ce moulin, il y a une distillerie à Rome. Je dis, je me prends cette photo, ce moulin-là, et tu me le travailles parce que je veux ressortir quelque chose d'émotionnel. Et finalement, c'est ça. Donc, c'est ça mon objet d'étude, ce moulin-là. Alors, ce moulin, il est sur un mône. Et comme nous sommes sur les îles, on le voit, je dirais, de très loin, on voit ce moulin. Et compte tenu du fait que les pales fonctionnent quand ça vente, cela crée quelque chose dans la population, les visiteurs, qui ont envie de monter, de gravir le mône et d'y venir. Et derrière, comme il y a une distillerie, eh bien, la population est satisfaite, ils sont contents, ils vont pouvoir déguster un rhum. Alors, bien sûr, avec modération, parce que là, on parlait du vin, ils vont prendre le punch. Et ils sont dans de bonnes conditions pour pouvoir inciter d'autres à venir, parce qu'ils vont passer un bon moment. Toutefois, ce que nous venons de voir, c'est la période esclavagiste. Ce sont les relents de l'histoire esclavagiste qui sont restés. Il y a des moulins qui fonctionnent et d'autres qui sont abandonnés. Mais autour de l'industrie sucrière, on n'a pas toujours utilisé les moulins avant. On a voulu utiliser la pompe américaine. Maintenant, avec le développement technologique, on n'utilise plus ces pompes américaines, mais qui se retrouvent dans la nature. Et par conséquent, je me suis dit, on va prendre ces pompes, ces photos, et je demande à la fille de mon collègue de le travailler pour que cela crée de l'émotionnel, parce qu'on a besoin de répondre de façon précise à cette commande des institutions. Maintenant, je reviens sur le moulin de la période esclavagiste, mais cette fois-ci, ce moulin n'est pas entretenu. Vous avez deux figures, deux photos. À gauche, c'est un moulin qui est abandonné. Ici, nous sommes en Guyane française. Là, nous sommes aux Antilles. Vous voyez, dans le moulin en Guyane française, c'était le lieu d'installation des moines qui produisaient du rhum, qui produisaient du cidre, qui produisaient des produits qu'on appelait la guildive. À côté, c'est un autre moulin dont une politique publique, collectivité, État, sous les conseils de nos équipes, a fait le nettoyage pour donner une nouvelle vie à ce moulin. Alors, maintenant, je passe à une analyse de territoire, qu'on va appeler une sorte de monographie spatiale, pour essayer de comprendre comment les choses se situent. Donc, j'ai fait le tableau de terrain. Ici, nous avons des territoires. Marie-Galante, c'est une île. Bézard, en Guadeloupe, c'est sur l'île principale de Guadeloupe. Murat, c'est une île Marie-Galante. Et Rémy-au-Mont-Joli, c'est le territoire Guyane. Vous voyez, dans la deuxième colonne, ce sont les moulins qui sont classés. Ensuite, la datation et le nombre. Premier, vous avez 100 moulins dans une petite île. Je pense que ça devrait être de la taille de l'île de Mourane. Il y a 100 moulins là-dessus. Il y a des moulins qui sont touristiques, appropriation privée ou publique. Ensuite, dans le cadre Bézard-Guadeloupe, il s'agit d'un petit territoire où nous avons un moulin et l'usage d'accessibilité est privé ou public, ainsi de suite. Maintenant, je vous présente la monographie d'un territoire qui est beaucoup plus grand. C'est le nord de Grande Terre de Guadeloupe. En fait, la Guadeloupe est composée de deux grandes parties.
c'est une sorte, c'est un pays sous forme de papillon. Alors, il y a une partie qui ressemble un peu à l'île que nous avons, qui est beaucoup plus longue, et une autre partie qui est plutôt plate. Donc, j'ai essayé de relever le terrain et voir quel est l'état des moulins. Vous avez le nombre de moulins, le premier territoire, le deuxième territoire et le troisième territoire. Et quelle est la situation de cet objet d'étude? Vous voyez que dans la première ligne, ici, nous avons 3 moulins. Dans le premier territoire, c'est un moulin qui est privé. Donc, en fait, ce moulin-là se retrouve dans la propriété privée de quelqu'un. Dans le territoire 2, vous avez des moulins qui sont complètement abandonnés. Dans le territoire 3, ce sont des moulins, un moulin qui est sous concession religieuse, c'est-à-dire l'Église catholique va utiliser ce moulin, il y a une vierge, et donc il y a une pratique qui explique, qui montre comment, quels usages vont faire les populations, et ainsi de suite. Donc j'ai dû faire ce travail sur le terrain pour faire des relevés et voir par la suite quel raisonnement, qu'est-ce que nous allons pouvoir proposer. Ça, c'est la suite de l'analyse. Alors, ces tableaux interpellent 3 aspects fondamentaux. Ces tableaux interpellent sur la politique culturelle, l'investissement patrimonial et la stratégie numérique. Et je m'explique. La politique culturelle, à mon sens, pour faire du tourisme durable, du développement durable, il faut de l'éducation. Il faut une politique d'éducation et de culture. Et donc, en ce sens, nous considérons qu'il va falloir interpeller, dans les réponses que nous allons donner pour cette commande, les institutions, la préfecture, l'école, pour qu'il y ait de l'éducation, parce que le monde de l'économie de l'éducation, l'économie de la connaissance, de la politique culturelle, permet d'asseoir une pratique en la matière en termes de développement durable. Et ceci peut être très profitable pour le tourisme. On observe par ailleurs que là où il y a une possibilité pour les communes autour des moulins, eh bien la concurrence se fait entre certaines communes en développant des festivals culturels autour. En développant des festivals culturels, c'est-à-dire créer des conditions, un contexte d'accessibilité et de pratique, d'en faire usage de ce produit, c'est-à-dire le moulin, de manière à pouvoir... Ensuite, le deuxième point, l'investissement patrimonial. Ça fait intervenir 2 agents, l'État et les collectivités. D'un côté, la problématique, c'est de l'usage. De l'autre, nous avons la différenciation entre le non-usage et l'usage, parce que cela pose des problèmes qui sont liés à l'investissement. Finalement, à ce niveau-là, la réponse, c'est le tourisme durable. Enfin, la stratégie numérique. Vous voyez que dans l'échantillon que nous avons étudié, la restauration, le classement des moulins, les territoires gagneraient à construire une stratégie durable. Et c'est en cela que, ici, nous avons à mettre en place toute une démarche en termes d'investissement, en termes d'organisation, en termes d'éducation et de culture pour faire en sorte que ce tourisme soit vraiment effectif et durable. Vous voyez, je voudrais conclure mon exposé en faisant juste un tour sur l'éveil du cheminement de la valorisation numérique. Je regarde les travaux des littéraires. Je vois que lorsqu'on prend des exemples sur les moulins, eh bien, cela marque dans notre imaginaire quelque chose d'important. C'est pourquoi j'en souligne les travaux des littéraires sur Don Quichotte que nous connaissons. Je prends les textes d'Alphonse Daudet. Je vois que, finalement, les moulins
ont une importance profonde. Je regarde la peinture. Nous voyons que dans les plus grandes peintures qui ont de la valeur en termes d'investissement, en termes monétaires très élevés, eh bien, il y a les moulins, la mise en scène des moulins. Et ainsi, nous concluons en disant que, d'ailleurs, c'est là que c'est cette proposition que nous allons faire à l'État, aux collectivités. Il faut un programme culturel de commande d'envergure de produits qui représentent les moulins. Il faut les mettre en scène. Et donc, le développement durable, le tourisme durable, ne peut se passer lorsque on a un objet historique de cette importance, ne peut se passer de ne pas mettre en scène l'objet. Donc, dans le tourisme durable, il faut que les objets du tourisme durable soient mis en scène comme on les met en scène dans le cinéma, dans l'audiovisuel et autres. Je vous remercie.